Bonjour Monsieur Bricmont. Bonjour madame. Bienvenue à Nantes. Merci. Est-ce la première fois que vous venez dans la Cité des Ducs? Non, je suis passé une fois pour une conférence sur la science il y a longtemps, mais je ne connais pas bien Nantes. D'accord. Donc Nantes justement est connue hélas pour avoir vu le spectacle d'un humoriste annulé. Peut-on dire que l'annulation du spectacle de Dieudonné, ici même à Nantes, a marqué un tournant historique, notamment pour la liberté d'expression? Moi je situerais le tournant un peu avant, c'est-à-dire lors de l'affaire Forisson, et en particulier en ce qui me concerne de l'affaire Chomsky-Forisson. Parce que donc l'affaire Forisson, ça remonte au début des années 80, donc il a été poursuivi pour avoir écrit des articles dans Le Monde, niant les chambres à gaz, etc. À l'époque, il n'y avait pas la loi Guesso, donc ce n'était pas illégal, mais il a été poursuivi, condamné de façon très discutable, en disant voilà, il a manqué à ça, on n'a pas trouvé d'erreur dans ce qu'il a dit, mais il a manqué à la rigueur d'un historien, etc., etc. Et alors à l'époque, Chomsky avait signé une pétition demandant que ses droits soient protégés, avec d'autres personnes, avec 500 autres personnes, mais il a été alors attaqué de façon délirante, et je le sais moi-même parce que moi j'ai essayé de parler de lui quand je suis rentré j'avais vécu aux États-Unis pendant les années 80, une partie des années 70-80, et quand je suis rentré en Belgique, c'était difficile de même mentionner son nom à cause de cette affaire. Et en fait, il n'a pas fait grand-chose. Bon, il a écrit une préface, mais ce n'était pas destiné à être une préface aux mémoires en défense de Forisson. Il y a eu vraiment un hallali contre lui qui était extraordinaire, et ça a été le retournement, si on veut, où la gauche, qui généralement était anti-censure, est devenue pro-censure. C'est-à-dire pendant la guerre d'Algérie, par exemple, c'est quand même des gens de gauche qui protestaient quand on interdisait de parler de la torture, ou quand on interdisait des films comme La religieuse de Rivette, qui était basée sur un roman de Diderot, qui était interdit sous la période de De Gaulle. Et là, il y a eu ce retournement dans les années 80, avec la Mitterrandie, etc., où là, ils ont dû se trouver une espèce de cause noble, et la cause noble, ça a été la lutte contre le fascisme, l'antisémitisme, le racisme, etc., qui était, au moins à cette époque-là, une cause parfaitement imaginaire. Et alors, on a monté en épingle cette affaire Forisson, on a fait un type plus grand que nature. À l'époque, il était totalement inconnu. Avec toute la publicité qu'ils lui ont faite, maintenant, il n'est pas totalement inconnu, mais ils ont aussi alors complètement rendu impubliable Chomsky pendant au moins jusqu'en 95, quelque chose comme ça. Et je remarque qu'à l'époque, tous les grands intellectuels antitotalitaires, et j'ai fait une liste ici dans mon livre, Michel Foucault, Derrida, Bourdieu, Lefort, Castoriadis, Deleuze, Guattari, Morin, Gortz, François Furet, André Glucksmann, évidemment, Paul Thibault, Philippe Solers, Jean-Marie Domnac et Bernard-Henri Lévy. Aucun d'entre eux n'a rien dit, même pas pour défendre Forisson, ça on n'y pense même pas, la liberté d'expression de Forisson, mais même pour rétablir la vérité en ce qui concernait Chomsky. Or, il pourrait très bien la connaître, il la connaissait sans doute, mais personne n'a même osé dire quoi que ce soit à ce propos. Enfin, il y a des exceptions, mais des exceptions que je mentionne dans le livre, mais qui sont moins connues. Donc voilà, ça a été le tournant. L'autre tournant, ça c'est vrai, c'est quand Dieudonné, lors du sketch chez Fogiel, n'a pas cédé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été attaqués, condamnés, Garaudy, enfin bon, Forisson évidemment d'autres, mais l'abbé Pierre par exemple, il n'a rien dit, il n'a pas été condamné, mais il a un peu défendu Garaudy, du coup il a dû s'excuser, etc. Et c'est devenu une manie, enfin une habitude des gens de s'excuser dès qu'ils disent une phrase un peu de travers sur évidemment bon, Israël un peu trop loin, ou bien sur l'Holocauste, ou sur la guerre, etc. Et alors les gens doivent toujours s'excuser. Dieudonné ne s'est pas excusé. Il a fait le sketch sur Fogiel, on l'aime ou on l'aime pas. Bon, je ne l'aime pas spécialement, mais enfin bon, ça c'est une question de goût. Mais ça a de nouveau mené, exactement, on a mis ce truc hors de proportion, on a lu ses spectacles, etc. Et peut-être parce qu'il n'était pas français culpabilisé, mais franco-camerounais, il ne s'est pas couché. Et alors il a fait qu'aller de provocation en provocation, on a eu le baptême avec Le Pen comme parent, enfin on a eu Forisson, ça a été de provocation en provocation, mais c'est parce qu'évidemment, c'est le premier qui a dit non. Et ça, c'est le tournant. Je ne veux pas non plus vexer la ville de Nantes. L'histoire de Nantes était importante, mais je veux dire, ça a des racines plus anciennes. D'accord. Alors, on voit depuis quelques années des personnalités médiatiques nous expliquer qu'il ne faut pas que les gens aient leur libre arbitre et qu'on devrait encadrer la liberté d'expression. Qu'en pensez-vous ? Ben, comme je dis, ça remonte évidemment à plus longtemps. De toute façon, ça a toujours existé. Évidemment, il y a eu la censure cléricale, il y a eu la censure communiste, il y a eu des censures. On ne peut pas dire qu'ils ont inventé la censure récemment, mais je veux dire, c'est vrai qu'il y a cette nouvelle
liés à la lutte, soi-disant, contre l'extrême droite. À mon avis, ils ne luttent pas contre l'extrême droite, mais c'est leur lutte contre l'antisémitisme, le racisme, etc., qui a créé une nouvelle forme de censure. Et alors, évidemment, bon, je vais citer quelqu'un, vous n'êtes peut-être pas, mais que moi je trouve assez intéressant, qui est Robespierre, qui en 91 disait si ceux qui font les lois ou ceux qui les appliquent étaient des êtres d'une intelligence supérieure à l'intelligence humaine, ils pourraient exercer cet empire sur les pensées, donc censurer, si vous voulez. Mais s'ils ne sont que des hommes, c'est absurde que la raison d'un homme soit, pour ainsi dire, souveraine de la raison de tous les autres hommes. Toute loi pénale contre la manifestation des opinions n'est qu'une absurdité. Et c'est ça la question fondamentale, c'est est-ce que les gens qui vont exercer la censure, qui vont nous guider dans ce que vous appelez le libre arbitre, sont plus compétents, et j'espère que je démontrerai dans la conférence, ce n'est pas nécessairement vrai, que le commun des mortels. Ça, c'est tout le problème. Alors justement, en parlant de compétences, de gens compétents, le journal Le Monde a proposé via son site internet le fameux Décodex, donc cette fameuse application qui permet de savoir quels sont les médias et ou sites internet fiables ou non. Ne sommes-nous pas tombés dans le grotesque? Ben, évidemment, je pense qu'il y a des sites. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de sites fantaisistes, à mon avis. Donc, ils vont évidemment avoir facile, enfin si on peut dire, il est facile pour eux d'amalgamer les sites critiques, comme les Crises par exemple, que moi j'aime bien, et les sites fantaisistes ou les sites de fake news ou même des sites parodiques, etc. Et donc, évidemment, avec cette technique de l'amalgame, ils peuvent discréditer, si on veut, tous les sites de réinformation, de critique des médias. Alors sur Internet, c'est normalement le dernier espace de liberté, mais là, ce sont justement les fameux GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, qui font la police, avec des suppressions de comptes ou alors de vidéos à l'appel. N'y a-t-il donc aucun secteur épargné ? Ben, il y a toujours le fait on peut toujours les distribuer des tracts dans la rue. Moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas d'Internet ni rien du tout, donc les gens allaient vendre, je ne sais pas, l'Humanité Dimanche sur les marchés, ou je ne sais pas, il y a toujours moyen de protester autrement que par Internet. Maintenant, on est tous habitués à Internet, on a l'impression que si on vous coupe Facebook, c'est la fin du monde, mais il y a d'autres façons de s'exprimer. Et je pense effectivement que peut-être justement le porte-à-porte, le bouche-à-oreille, etc., est in fine plus efficace que de mettre des statuts sur Facebook, bien que moi j'en ai un certain nombre, mais bon. Alors pour continuer sur Internet, justement, dernièrement, le gouvernement a proposé une loi pour lutter contre les fausses nouvelles, fake news. Peut-on dire qu'avec ce genre de loi, on a franchi un cap supplémentaire et qu'on est définitivement entré dans une dictature? Moi, j'aime pas ces mots parce que ça a tendance à décourager les gens. Beaucoup de gens disent « oui, on peut rien dire, on a une dictature ». Comme je dis, c'est pas vrai, vous pouvez distribuer des tracts, c'est pas encore interdit et il y a encore moyen de parler à ses voisins. Je veux dire, moi j'ai été dans des dictatures, c'est quand même un autre niveau. Donc je pense que c'est un côté décourageant de dire cela. Et la loi sur les fake news, bon, il faut voir ce qu'elle est, il faut voir ce que les juristes diront, etc. Mais de toute façon, la loi qui règle la loi sur la presse de 1881, il y a déjà, si on veut, d'ailleurs, ce Conseil d'État a fait remarquer, ça il a dit, mais c'est déjà dans le 81, vous ne pouvez pas provoquer une panique boursière en répandant des fausses nouvelles pour après gagner de l'argent en bourse, par exemple. Vous ne pouvez pas non plus crier au feu dans un théâtre où il n'y a pas de feu, etc. Donc, il y a des tas de choses qui sont déjà réprimées. Maintenant, la nouveauté, c'est qu'ils prétendent que ces fausses nouvelles sont répandues par des gouvernements étrangers, sous-entendus russes. Et ça, évidemment, j'en parlerai un peu dans la conférence, c'est très, très discutable. Mais moi, je pense que l'arsenal législatif existant et surtout le climat d'intimidation, c'est ça ce qui me préoccupe plus, c'est le climat d'intimidation que vraiment l'arsenal législatif, bien que les lois antiracistes, déjà, comme je montrerai dans la conférence, servent déjà suffisamment à faire taire un certain nombre de gens. Mais n'empêche, je pense qu'il y a encore des façons de s'exprimer en faisant peut-être attention à ce qu'on dit. Alors vous parlez de climat d'intimidation, justement, il y a des têtes qui tombent. On pense notamment à Text, l'animateur télé sur le service public qui a été limogé pour une blague, Gérard Filoche, qui lui a été exclu du Parti socialiste pour avoir relayé Et il est poursuivi. Oui, exact, poursuivi. Pour avoir relayé un photomontage qui, à l'origine, avait été diffusé par Égalité et Réconciliation, qui est le site d'Alain Soral, qui lui aussi subit procès sur procès, propos, caricatures, etc. Donc, qu'est-ce que tout cela vous inspire ? Il y a eu encore, maintenant il y a eu un sketch, enfin il y a eu un show en Hollande où quelqu'un a caricaturé la chanson de l'Eurovision en se moquant de Netanyahou, poursuite d'un État étranger, d'Israël. Il y a un type qui a fait une caricature de Netanyahou de nouveau en liaison avec l'Eurovision en Allemagne, licencié. Donc c'est vrai, mais
il faut remarquer aussi que ces procès quand même touchent un secteur bien particulier qui est la question, soi-disant, de l'antisémitisme. Et de tout ce qui touche à Israël, à la communauté, aux organisations dites représentatives de la communauté juive, etc. Ça, c'est quand même le fond de la répression dure, si on veut, des procès. D'accord? Je veux dire, moi je connais bien Attac, par exemple. Attac fait toujours des conférences sur le capital financier, sur la démocratisation de l'économie, etc. J'ai jamais vu la police débarquer chez eux. Donc on ne peut pas non plus dire qu'on ne peut rien dire dans ce sens-là, je ne veux pas dramatiser, mais c'est vrai que sur tout ce qui touche à la guerre, et évidemment à l'Holocauste comme carte de justification d'Israël, là on est dans une situation qui ressemble presque à une dictature, ça c'est vrai. Selon vous, quelles sont les personnes ou alors les groupes de personnes qui poussent au politiquement correct, donc à cette fameuse censure? Je pense qu'il y a, évidemment, comme je viens de l'indiquer, les groupes pro-israéliens, mais alors il y a aussi ce que je trouve déplorable et contre-productif, c'est ce que j'appelle une expression qui ne va pas plaire à tout le monde, mais j'appelle ça le sionisme du pauvre, c'est-à-dire que vous avez des associations, par exemple, je ne sais pas, musulmanes, d'origine africaine, ou bien alors même féministes, etc., qui alors veulent utiliser l'arme de la censure et du politiquement correct pour intimider leurs adversaires, mais là, on a une réaction virulente. Par exemple, vous avez des réactions virulentes d'un polémiste que vous connaissez sûrement, qui est Zemmour, d'accord? Et lui va toujours, mais lui, il a quand même, il est poursuivi, il a parfois condamné, ce que je trouve scandaleux, mais il reste à la télévision, tandis que Soral, il a disparu, Dieudonné a disparu. Bon. Donc, d'une certaine façon, Zemmour, comment dirais-je, n'est peut-être pas spécialement dans l'histoire de la lutte contre l'antisémitisme et les problèmes pour la liberté d'expression sur ces questions-là, mais n'empêche, on le voit quand ces organisations qui représentent des groupes dominés dans la société française, qui ne sont pas très puissants dans la société française, par exemple les musulmans, ne sont pas très puissants contrairement à ce qu'on dit, essayent d'utiliser l'arme de la censure, par exemple contre Charlie Hebdo, je ne sais pas quoi, ça se retourne contre eux. Et alors on dit oh, liberté d'expression, liberté d'expression. Et quand vous utilisez ça contre des groupes qui sont quand même beaucoup plus forts comme le CRIF, par exemple, ou la LICRA, enfin des trucs comme ça, hop, vous vous ramassez un procès. Et ça, c'est évidemment ce qui est les deux poids deux mesures. Et je pense que c'est une erreur complète de la part des gens qui se disent tiens, la censure, ça marche, c'est génial, on va l'utiliser aussi. Et puis après, ils se rendent compte que ça ne marche pas. On a l'impression que la France, justement, par rapport à tout ce que vous venez d'évoquer... Max Gallo, par exemple, excusez-moi, Max Gallo, par exemple, a été poursuivi par des associations d'afro-descendants, comme on dit, parce qu'il avait dit que peut-être le rétablissement de l'esclavage par Napoléon, ce n'était pas un crime contre l'humanité, parce qu'il fallait se mettre dans le contexte de l'époque, patati patata. Et alors, évidemment, ces imbéciles, il n'y a pas d'autre mot, ont été le poursuivre, et qu'ils sont pris des baffes de tous les côtés. Et tout le monde dit comment, scandale, etc., on vous empêche de parler. Mais on empêche de parler, pas seulement Max Gallo, mais des tas d'autres personnes sur d'autres sujets que vous connaissez bien. Et là, il n'y a personne qui proteste. Et donc, plus on proteste contre la soi-disant censure exercée par les afrodescendants, par les musulmans, etc., plus on ignore la censure exercée par les amis d'Israël. Et justement, par rapport à tout ce que vous évoquez, donc on a l'impression que la France, qui est quand même le pays des droits de l'homme, est la tête de proue européenne du recul des libertés individuelles. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette citation? Mais d'abord, cette histoire que c'est le pays des droits de l'homme, il ne faut pas exagérer. D'abord, les États-Unis pensent ça aussi d'eux-mêmes. Ils ont fait la révolution démocratique avant eux. Les Anglais pensent ça aussi d'eux-mêmes. Ils ont fait la révolution encore avant les Américains. D'une certaine façon, c'était plus lent, mais ça a commencé avant. Donc, il y a eu aussi les Hollandais, il y a eu les Suisses, etc. Donc, cette histoire de pays des droits de l'homme, c'est très franco-français. Et comme Belge, par exemple, moi, j'ai jamais eu l'impression que les droits de l'homme étaient mieux respectés en France qu'en Belgique, même à l'époque de De Gaulle. Je veux dire, j'étais très jeune à l'époque, mais je veux dire, ça ne m'a jamais frappé que la police était plus sympa ici qu'en Belgique, ou que la justice était plus équitable, etc. Je pense qu'il y a une régression, mais la régression, même aux États-Unis, par exemple, maintenant, ils ont des lois pour punir tous les gens qui boycotteraient Israël, pour essayer de faire taire les gens sur les campus. Ils doivent tourner autour du pot parce qu'ils ont le premier amendement qui empêche de vraiment instaurer la censure, mais alors on peut faire ça indirectement, et alors il y a les mêmes pressions pour les mêmes raisons, même dans un pays où en principe la liberté d'expression est sacro-sainte comme les États-Unis. Et donc je pense qu'effectivement c'est toujours lié à la même question en France ou ailleurs. Alors pour finir, vous sentez-vous Charlie? Écoutez, oui, quand j'ai vu cette question, je me suis dit d'abord,
il faut quand même comprendre que les types de Charlie Hebdo, qu'on les aime ou pas, ils ont été assassinés par des fanatiques religieux. Alors on ne peut pas ni, comment dirais-je, approuver ça évidemment, ni banaliser, c'est vraiment un truc horrible, d'accord? En plus, moi, il y avait des dessinateurs que, en tout cas, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien, pas tous, mais certains. Bon. Alors évidemment, l'émotion liée à Charlie est tout à fait compréhensible. Et quand les gens ont manifesté « je suis Charlie », etc., je pense que beaucoup de gens étaient sincères et on ne peut pas les taxer de je ne sais pas quoi, d'islamophobie. Ça, moi, j'aime pas beaucoup ces procès qu'on a fait parce que je pense que, évidemment, les médias ont joué sur l'émotion, mais il y avait des raisons à l'émotion. Je veux dire, c'est pas tous les jours, heureusement, qu'on tue je ne sais pas combien de dessinateurs de sang-froid comme ça en plein Paris, quoi. Et donc, bon, maintenant, évidemment, le « Je suis Charlie » me paraît toujours un peu ridicule parce que les porte-paroles du « Je suis Charlie » ne disent jamais rien de nouveau quand il s'agit de la censure liée à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, etc. Et ils ne sont pas réellement, je sais pas, je ne vais pas considérer comme Caroline Fourré comme une grande héroïne de la liberté d'expression, par exemple. Il y a des tas de gens qui appellent même à la censure, ou Philippe Val qui se moque de Chomsky, qui attaque Chomsky parce qu'il défend la liberté d'expression, etc. Alors ces gens-là, évidemment, ne me paraissent pas des défenseurs sincères de la liberté d'expression. Mais c'est la même chose, de même que je ne veux pas réduire mai 68 à Cohn-Bendit, je ne peux pas réduire non plus le mouvement des Charlie à Philippe Val, à Caroline Fourré, à Manuel Valls et des gens comme ça. Parce que je crois que Dieudonné était à la manifestation « Je suis Charlie ». Il a été poursuivi après parce qu'il a dit « Je me sens Charlie Koulibaly », mais n'empêche, il était aussi à la manifestation. Donc je veux dire, il faut se rendre compte qu'il y a de tout dans ce genre de mouvement « Je suis Charlie ». Alors moi, je ne vais pas répondre oui ou non, je pense que j'ai essayé de faire un commentaire sur le phénomène plutôt que dire mon sentiment subjectif. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Bricmont. Merci beaucoup.